Elle a posé les papiers du divorce et est partie pour se trouver. Mais quand elle a réalisé qui avait emménagé dans son ancienne maison, elle n'a pas pu cacher sa panique. Elle m'a tendu les papiers du divorce avec un sourire. 27 ans de mariage, et elle avait besoin de se trouver. J'ai signé sans hésitation, sans supplier, sans faire de drame. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Mais que s'est-il passé ensuite? Disons simplement qu'elle est revenue en s'attendant à trouver une maison vide et un homme brisé. Ce qu'elle a trouvé à la place l'a fait pâlir. Certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Mon nom est Benjamin Mitchell. J'ai 54 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir compris ma vie. Je dirigeais une entreprise de matériaux de construction florissante à Asheville, en Caroline du Nord. Mon père l'avait construite à partir de rien et je l'avais développée sur 3 comtés. Une bonne réputation, un revenu solide et une maison payée avant mon 50e anniversaire. J'avais ce que la plupart des hommes appelleraient une vie confortable. Ma femme, Bridget, et moi étions mariés depuis 27 ans. Nous avions une fille, Kelsey, qui avait déménagé à Charlotte et fondé sa propre agence de marketing. Une enfant intelligente, qui avait hérité de la beauté de sa mère et, heureusement, de mon éthique de travail. Pendant des années, tout semblait aller bien. Pas parfait, mais bien. Nous avions nos routines. Les dîners du vendredi soir, le marché des producteurs du samedi matin, les crêpes du dimanche, des choses normales. Puis, il y a environ 2 ans, Bridget a commencé à changer. Elle a rejoint un club de lecture qui ne lisait que des livres sur les femmes qui reprennent leur pouvoir. Elle a commencé à aller à des retraites de week-end dans les montagnes, revenant avec un nouveau vocabulaire comme le soi authentique et les limites énergétiques. Elle a engagé un architecte d'intérieur nommé Dominique Reed pour refaire le salon, puis la cuisine, puis tout le rez-de-chaussée. Elle disait que la maison semblait stagnante et avait besoin d'une vision nouvelle. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Il fallait bien la laisser avoir ses loisirs, n'est-ce pas? J'étais occupé avec l'entreprise et elle semblait assez heureuse, ou du moins c'est ce que je pensais. Puis est arrivé ce mardi de mars. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait, une de ces pluies froides et misérables qui vous donnent envie de rester à l'intérieur avec un café et un livre. Je suis rentré vers 6:00 heure, les bottes pleines de boue après une inspection de chantier, et j'ai trouvé Bridget assise à la table de la cuisine. Il y avait une enveloppe en papier craft à côté de la salière. Nous devons parler, a dit Bridget. Sa voix était calme, presque répétée. J'ai posé mes clés lentement. D'accord. Elle a fait glisser l'enveloppe vers moi. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à moi, à ce que je veux pour le reste de ma vie. J'ai ouvert l'enveloppe, les papiers du divorce. Les mots se brouillaient ensemble, mais j'ai saisi l'essentiel. Différence irréconciliable, division des biens. Elle avait déjà signé son nom en bas avec cette écriture cursive parfaite dont elle avait toujours été fière. J'ai besoin d'espace, Ben, a continué Bridget. J'ai besoin de me trouver. Découvrir qui je suis en dehors du fait d'être ta femme. Je l'ai regardé. 27 ans, et cela se résumait à ça. Une pile de papier et un discours qui semblait sortir d'un de ses livres de développement personnel. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord, c'est tout. J'ai pris un stylo sur le comptoir et j'ai signé mon nom. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas argumenté. Si elle voulait partir, je n'allais pas la supplier de rester. Tu as déjà pris ta décision, Bridget, ai-je répondu. Je ne vais pas me battre contre toi. Bridget est partie le lendemain matin avec 2 valises et son ordinateur portable. Elle n'a pas pris grand-chose. Juste des vêtements et des effets personnels. Elle a dit qu'elle se rendait chez une amie à Charleston le temps de faire le point. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle chargeait sa Lexus argentée, celle que je lui avais achetée pour notre 25e anniversaire. Elle s'est éloignée sans se retourner. La maison a semblé différente immédiatement. Pas exactement vide, mais plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert des fenêtres que je ne savais pas fermer. J'ai passé ce premier jour à marcher dans les pièces, à faire l'inventaire. 27 ans de mariage laissent beaucoup de débris. Sa collection de coussins décoratifs que personne n'avait le droit d'utiliser réellement. Les bougies qui coûtaient 40 € chacune et qui sentaient la sauge et l'intention, peu importe ce que cela signifiait. La pile de livres de développement personnel sur sa table de nuit,
tous avec des titres sur l'éveil et la transformation. J'ai commencé à mettre les choses en boîte méthodiquement, pas par colère, juste par sens pratique. Elle disait qu'elle avait besoin d'espace, alors je lui ai donné exactement cela. Tout ce qui était clairement à elle est allé dans des boîtes étiquetées et a été empilé proprement dans le garage. À température contrôlée, organisé, prêt à être récupéré dès qu'elle en aurait le temps. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier. Certaines personnes pourraient penser que c'est froid, mais je voyais les choses différemment. Elle avait choisi de partir. Cela signifiait qu'elle ne vivait plus ici. Aussi simple que cela. De toute façon, la maison appartenait à la fiducie de la famille Mitchell. Quelque chose que mon père avait mis en place dans les années 90, avant même que je ne rencontre Bridget. Elle n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux détails légaux, disant toujours que la paperasse était ennuyeuse. Maintenant, ces détails ennuyeux avaient de l'importance. À la fin de la semaine, j'ai emménagé dans la maison d'amis à l'arrière. Mon père l'avait construite après sa première crise cardiaque. Il disait qu'il avait besoin d'un endroit calme pour s'échapper quand le monde devenait trop bruyant. C'était petit mais confortable avec sa propre entrée, sa cuisine et sa salle de bain. Des services publics indépendants, séparés de la maison principale. La plupart des gens ne savaient même pas qu'elle existait, cachée derrière la haie comme elle l'était. Je n'ai pas parlé du déménagement à Bridget. Je n'en voyais pas l'intérêt. Elle a envoyé un message le jour 3 pour demander si je gérais bien les choses. J'ai répondu que j'allais bien. Elle a renvoyé un emoji pouce en l'air et rien d'autre. La maison principale est restée vide pendant exactement 5 jours. Puis j'ai reçu un message de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Brooke Palmer, la demi-sœur cadette de Bridget. Nous nous étions toujours assez bien entendus lors des réunions de famille, mais Bridget la tenait à distance. Elle disait que Brooke était gentil mais manquait de concentration et finirait probablement par vivre dans une camionnette quelque part. Le message de Brooke était simple. Salut, Ben. J'ai appris pour la séparation. Tu vas bien? J'ai regardé mon téléphone un instant, puis j'ai répondu. Oui, je vais bien. Mieux que prévu, en fait. Sa réponse est arrivée rapidement. Tu veux prendre un café un de ces jours? Pas de pression. Juste pour prendre des nouvelles. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un endroit du centre-ville qui servait un café assez fort pour réveiller les morts. Brooke est arrivée en jean et chemise en flanelle, ses cheveux bruns tirés en arrière dans une simple queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée mais solide, comme quelqu'un qui avait appris à porter du poids sans s'en plaindre. Tu as l'air différent, a dit Brooke en se glissant dans la banquette en face de moi. Différent comment, ai-je demandé. Plus calme, a-t-elle répondu. Comme si tu avais retenu ton souffle pendant des années et que tu l'avais enfin relâché. J'y ai réfléchi. Oui, c'est à peu près ça. Après cette première rencontre autour d'un café, Brooke et moi avons commencé à parler plus régulièrement. Rien de romantique, juste 2 personnes qui avaient toutes 2 subi l'attitude dédaigneuse de Bridget. Brooke avait des histoires que je n'avais jamais entendues sur le fait de grandir dans l'ombre de Bridget, d'être toujours comparée et jugée insuffisante. Leur mère s'était remariée quand Brooke avait 8 ans, et Bridget ne lui avait jamais laissé oublier qu'elle faisait partie de la 2e famille. Environ 2 semaines après le départ de Bridget, Brooke s'est présentée à la maison à l'improviste. Elle conduisait une vieille Honda avec un coffre plein de produits de nettoyage et de matériel de peinture. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé en la rejoignant dans l'allée. « Tu as dit que la maison principale avait besoin de travaux avant que tu ne puisses penser à la vendre ou à la louer ?» a répondu Brooke en sortant un seau de rouleau de peinture. Je me suis dit que j'allais aider. J'ai ma semaine de libre à la clinique de toute façon. Brooke travaillait comme assistante en physiothérapie, quelque chose que Bridget avait toujours minimisé en disant qu'elle aidait juste les gens à s'étirer. Mais en la regardant ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui savait travailler. Elle ne se plaignait pas, n'avait pas besoin de directives constantes, elle a juste retroussé ses manches et s'y est mise. Nous avons commencé par le salon, arrachant les rideaux coûteux de Bridget qui bloquaient la majeure partie de la lumière naturelle en dessous. Les fenêtres étaient sales, des années de crasse que personne n'avait pris la peine de nettoyer parce que les rideaux la cachaient. Elle s'est toujours plus souciée de l'apparence des choses que de ce qu'elles étaient réellement, a dit Brooke en frottant le verre. Oui, ai-je approuvé en abaissant une autre tringle à rideau. Je commence à le voir. Nous avons travaillé toute l'après-midi,
faisant plus de progrès que je n'aurais pu en faire seul en 2 semaines. Brooke avait cette façon de rendre le travail plus léger, faisant des blagues sur les goûts de Bridget en matière de meubles et suggérant de brûler les coussins décoratifs pour se réchauffer. Le soir venu, nous avions complètement vidé le salon et lui avions donné une nouvelle couche de peinture neutre. L'espace semblait plus grand, plus lumineux, comme s'il pouvait enfin respirer. « Tu devrais rester », ai-je dit pendant que nous nettoyions. La chambre d'amis est vide et il se fait tard. Ça t'évitera de conduire jusqu'à Columbia. Brooke a hésité. Tu es sûr? Je ne veux pas m'imposer. Tu viens de passer 8 heures à m'aider à récupérer ma maison, ai-je répondu. Ce n'est pas s'imposer. C'est de l'amitié. Elle a souri. D'accord, mais je prépare le petit déjeuner demain et nous nous attaquons à ce désastre de cuisine. Au cours des jours suivants, Brooke a continué à revenir. Elle arrivait le matin avec du café et des plans pour la prochaine pièce que nous allions rénover. La cuisine, le couloir, la chambre principale. Chaque espace a été dépouillé de l'influence de Bridget et reconstruit en quelque chose de fonctionnel et d'honnête. Les gens en ville ont commencé à le remarquer. Le facteur a demandé si j'avais de la famille en visite. Le voisin d'en face a fait un signe de la main et a crié que l'endroit avait fière allure. Je n'ai pas donné d'explication, j'ai juste dit que je faisais quelques changements. Au bout de 3 semaines, Brooke a mentionné qu'elle était entre 2 appartements. Son bail se terminait et elle n'avait encore rien trouvé d'abordable à Columbia. Reste ici, ai-je dit. Ce n'était pas une question, juste une solution évidente. Les chambres d'amis sont vides, et tu as mis plus de travail dans cet endroit que quiconque. Ça semble juste. Brooke m'a regardé attentivement. Ben, tu es sûr? Et pour Bridget? Et pour elle, ai-je demandé. Elle est partie. Ce n'est plus sa maison. Ça ne l'a jamais vraiment été. Brooke a emménagé le week-end suivant avec seulement 2 valises et une boîte de livres. Pas de drame, pas de grande déclaration, juste l'occupation silencieuse d'un espace qui avait besoin de quelqu'un qui l'appréciait. Avoir Brooke dans la maison a tout changé. Pas d'une manière dramatique et bouleversante, mais par de petites améliorations constantes qui s'additionnaient. Elle se levait tôt et préparait du vrai café, pas ces absurdités d'espresso fantaisistes que Bridget exigeait. Elle cuisinait de vrais repas au lieu de photographier des salades. Elle riait de mes blagues et ne traitait pas chaque conversation comme une performance. Nous sommes tombés dans une routine facile. Le matin, nous prenions le café sur le porche arrière et planifions les projets de la journée. Brooke partait travailler à la clinique et je gérais les affaires à l'entrepôt. Le soir, nous travaillions ensemble sur la maison, effaçant des années de choix de décoration de Bridget et les remplaçant par quelque chose de plus simple et de plus honnête. Le salon a reçu de nouveaux meubles, des choses confortables sur lesquelles on pouvait vraiment s'asseoir. La cuisine a perdu ses accents de cuivre prétentieux et a gagné des rangements fonctionnels. La chambre principale, dans laquelle je n'avais toujours pas réemménagé, a été entièrement repeinte et remeublée. Elle a cessé d'être le sanctuaire de Bridget et est devenue juste une chambre. Brooke avait sa propre vie et son propre espace. Mais il y avait quelque chose de confortable à avoir une autre personne autour. Quelqu'un qui n'avait pas besoin que je sois autre chose que ce que j'étais. Elle travaillait sur ses croquis le soir pendant que je lisais, et nous existions dans le même espace sans que ce soit lourd ou compliqué. Ma fille Kelsey a appelé un soir pendant que Brooke et moi peignions le couloir. « Papa, j'ai entendu dire que tante Brooke séjournait chez toi », a dit Kelsey. Il n'y avait pas de jugement dans son ton, juste de la curiosité. « Oui, elle m'aide à réparer la maison », ai-je répondu. L'endroit avait besoin de travaux. « Comment vas-tu ? » Vraiment, a demandé Kelsey. Mieux que ce que j'espérais, ai-je admis. Ta mère a fait son choix, et je fais le mien. Inutile de s'attarder sur ce qui est fait. Bien, a dit Kelsey fermement. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te traite comme un accessoire. J'aime maman, mais elle est égoïste depuis des années. Je suis contente que tu ne restes pas assis à attendre qu'elle revienne. Après avoir raccroché, Brooke a regardé de là où elle peignait les bordures. Kelsey est d'accord avec le fait que je sois ici, a-t-elle demandé. Plus que d'accord, ai-je dit. Elle est contente que je ne sois pas seule. Brooke a hoché la tête, retournant à son travail. Pour ce que ça vaut, Ben, je suis contente aussi. Cet endroit commence à ressembler à une maison au lieu d'un musée.
Elle avait raison. La maison se transformait, et moi aussi. Le poids que je portais depuis des années, essayant de rendre Bridget heureuse, essayant d'être à la hauteur, s'était envolé. Je n'essayais plus de plaire à personne. Je vivais simplement, et ça faisait du bien. À la fin du mois, Brooke s'était complètement installé. Ses fournitures d'art occupaient un coin de la chambre d'amis. Ses chaussures de course étaient posées près de la porte arrière. Ses rires remplissaient des espaces qui étaient restés silencieux depuis trop longtemps. La maison n'était plus vide. Elle était vivante. La vie s'était installée dans quelque chose qui ressemblait à la normale quand j'ai découvert la première anomalie. Je parcourais d'anciens relevés bancaires, préparant des documents pour l'avocat spécialisé dans les divorces, quand j'ai remarqué un modèle. Des transferts réguliers de notre compte conjoint vers un compte que je ne reconnaissais pas. 500 € par-ci, 1000 € par-là, parfois plus. Au cours des 18 derniers mois, près de 40 000 € avaient disparu. J'ai appelé la banque. Le compte appartenait à quelqu'un nommé Dominique Reed. L'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur de Bridget. Je me suis assis à mon bureau dans la maison d'amis, fixant les relevés étalés sur la table. 40 000 €. De l'argent que j'avais gagné. De l'argent que nous avions économisé ensemble, détourné vers un autre homme pendant qu'elle me souriait au petit déjeuner et parlait de se trouver. J'ai appelé mon avocat, Lawrence Griffith, un gars que je connaissais depuis le lycée. Il a sifflé doucement quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé. Ben, cela change les choses, a dit Lawrence. Nous pouvons utiliser cela dans le règlement. Dissipation des biens matrimoniaux. Elle ne peut pas simplement vider les comptes et s'en aller proprement. Je ne veux pas me battre, ai-je répondu. Je veux juste que ce qui est à moi soit protégé. Alors nous le protégeons, a confirmé Lawrence. Je vais déposer les papiers aujourd'hui. Elle devra justifier chaque euro. Ce soir-là, j'ai montré les relevés à Brooke. Elle les a étudiés attentivement, la mâchoire serrée. Je ne suis pas surprise, a finalement dit Brooke. Bridget a toujours eu quelqu'un sur le côté, quelqu'un qui la faisait se sentir spéciale. Qui lui disait ce qu'elle voulait entendre. Tu savais, ai-je demandé. Je m'en doutais, a admis Brooke. Mais ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit. Vous étiez mariés et je n'étais que la petite sœur ignorée. Qui m'aurait cru? Elle avait un point. Je ne l'aurais pas cru. J'avais été trop occupé à essayer de garder Bridget heureuse, trop aveugle pour voir ce qui était juste devant moi. Il y a autre chose, a continué Brooke avec hésitation. J'ai croisé Kelsey la semaine dernière. Elle m'a dit qu'elle était au courant de la liaison de sa mère depuis plus d'1 an. Elle les a vus ensemble dans un restaurant à Charlotte et a confronté Bridget. Ta femme, Bridget, lui a dit de se taire, que c'était compliqué, et que tu ne comprendrais pas. La trahison a coupé plus profondément que je ne m'y attendais. Pas seulement la liaison de Bridget, mais le fait que Kelsey les gardait secrets. Ma propre fille protégeant les mensonges de sa mère. Elle se sentait très mal à ce sujet, a ajouté rapidement Brooke. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment te le dire sans tout détruire. Elle essayait de te protéger. Je comprenais cela. Ça ne rendait pas la chose moins douloureuse, mais je comprenais. Le lendemain, j'ai appelé Kelsey. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était immédiatement défensive. Papa, je suis désolé. J'aurais dû te le dire, a dit Kelsey avant que je puisse parler. Oui, tu aurais dû, ai-je répondu. Mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu étais prise au milieu. Je détestais te le cacher, a continué Kelsey, la voix se brisant légèrement. Mais maman a dit que si je te le disais, ça ruinerait tout. Elle a dit qu'elle y mettrait fin. Que c'était juste une phase. Ce n'était pas une phase, Kelsey, ai-je dit doucement. C'était un choix. Un choix qu'elle a fait à plusieurs reprises. Nous avons parlé pendant 1 heure. Kelsey a pleuré, s'est excusée, a expliqué à quel point elle s'était sentie déchirée. Je ne la blâmais pas. Elle avait été mise dans une position impossible par sa mère et elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Quand j'ai raccroché, Brooke m'a tendu une tasse de café et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Ça va, a demandé Brooke. Ça ira, ai-je dit. Je suis juste en train d'assimiler.
Pour ce que ça vaut, a dit Brooke prudemment. Tu gères cela mieux que la plupart des hommes. Tu ne t'emportes pas et tu ne t'effondres pas. Cela demande de la force. Je n'étais pas sûr pour la force. Je savais juste que rester en colère ne changerait rien. Bridget avait fait ses choix, volé de l'argent, menti à notre fille, et s'en était allé comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce que je pouvais contrôler, c'était la façon dont je réagissais, et j'avais choisi de ne pas laisser cela me détruire. Bridget s'est présentée à l'improviste un samedi matin. J'étais dans l'atelier derrière la maison d'amis, en train de construire une étagère pour les fournitures d'art de Brooke, quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. J'ai posé ma perceuse et j'ai marché vers l'avant en essuyant la sueur de mes mains. Elle est sortie de sa Lexus, portant des vêtements de yoga coûteux et des lunettes de soleil surdimensionnées. Elle avait l'air plus mince, plus anguleuse, comme si elle avait survécu grâce à du jus vert et de la validation. « Ben, nous devons parler », a annoncé Bridget en enlevant ses lunettes de soleil. « De quoi ?» ai-je demandé en restant où j'étais. « De la maison, de nos affaires. »« De la façon d'avancer correctement », a expliqué Bridget, son ton suggérant qu'elle avait répété cela. « Tout a été géré », ai-je répondu. « Tes affaires sont dans des boîtes dans le garage. Ton avocat a tous les documents. Il n'y a plus rien à discuter. » Elle s'est hérissée à cela. « Je veux voir la maison. M'assurer que tu n'as rien endommagé. »« La maison va bien », ai-je dit d'un ton égal. « Mieux que bien, en fait. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Brooke est sortie portant un jean éclaboussé de peinture et une de mes vieilles chemises de travail, les cheveux attachés avec un bandana. Elle portait un pinceau et avait l'air de se sentir tout à fait chez elle. Bridget s'est figée. Son visage est passé par plusieurs expressions en succession rapide. Confusion, reconnaissance, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a exigé Bridget, la voix montant. « Brooke vit ici maintenant », ai-je dit simplement. « Elle m'aide à réparer l'endroit. »« Vit ici ?» a répété Bridget, sa voix montant encore plus haut. « Elle vit dans ma maison. »« Ce n'est pas ta maison, Bridget », ai-je corrigé. « Ça ne l'a jamais été. La maison appartient à la fiducie de la famille Mitchell. Ça a toujours été le cas. » La panique de Bridget s'est transformée en rage. « Tu as installé ma sœur dans ma maison à la seconde où je suis parti. C'est dégoûtant, Ben. C'est manipulateur et dégoûtant. »« Demi-sœur », a corrigé Brooke calmement, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Et tu as de l'audace, Bridget. Tu as posé les papiers du divorce et tu es parti pour te trouver. Souviens-toi, Ben ne t'a pas couru après. Il a juste arrêté d'attendre. » Le visage de Bridget a rougi. « Tu as toujours voulu ce que j'avais. Même quand nous étions enfants, tu as toujours été jalouse. Toujours à essayer de prendre ma place. »« Je ne veux pas ta place, » a répondu Brooke, la voix ferme. « J'aide juste quelqu'un qui mérite mieux que ce que tu lui as donné. » Bridget s'est tournée vers moi, l'expression désespérée maintenant. « Ben, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. Dis-lui juste de partir. » Je l'ai regardée attentivement. Cette femme avec qui j'avais passé 27 ans, qui avait vidé nos comptes pour financer une liaison, qui avait menti à notre fille, qui était partie sans un regard en arrière, et maintenant elle paniquait parce que quelqu'un d'autre avait rempli l'espace qu'elle avait abandonné. « Non, ai-je dit. Tu as fait ton choix. Tu voulais de l'espace, et je t'en ai donné. En totalité. Vous allez le regretter, » a sifflé Bridget, reculant vers sa voiture. « Vous le regretterez tous les deux. »« Je ne pense pas, » ai-je répondu. « Mais tu pourrais vouloir parler à ton avocat de ces transferts bancaires. Nous les avons tous trouvés. » Son visage a pâli. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis est montée dans sa voiture sans un autre mot. Les pneus ont fait patiner le gravier alors qu'elle reculait de l'allée et disparaissait dans la rue. Brooke s'est approché et s'est tenu à côté de moi. Nous regardions tous les deux la poussière retomber. « Ça s'est bien passé », a dit Brooke d'un ton sec. J'ai ri malgré moi. « Ouais, très en douceur. »« Elle va causer des problèmes », a observé Brooke. « Probablement, ai-je approuvé. Mais nous avons la vérité de notre côté. Cela compte pour quelque chose. »
L'avocat de Bridget a déposé des requêtes dans les 48 heures suivant sa visite. Elle voulait la maison, la moitié des actifs de l'entreprise et une pension alimentaire bien qu'elle soit celle qui soit partie. Son avocat m'a dépeint comme vindicatif et cruel pour l'avoir remplacé si rapidement par sa propre sœur. Laurence m'a appelé ce mardi matin, ayant l'air presque amusé. Ben, elle prétend que tu as violé la sainteté du mariage en faisant emménager Brooke immédiatement après son départ, a expliqué Laurence. Son avocat essaie de faire passer cela pour de l'adultère. De l'adultère, ai-je répété. C'est elle qui a détourné 40 000 € pour financer une liaison avec son architecte. Exactement, a approuvé Laurence. C'est pourquoi cela ne fonctionnera pas. Nous avons des relevés bancaires, des horodatage, une déclaration de témoin de l'ex-femme de l'architecte qui a confirmé que la liaison a commencé il y a 2 ans. Bridget n'a aucune base solide. La date de l'audience est arrivée 3 semaines plus tard. Je portais un costume, je me suis assis tranquillement et j'ai laissé Laurence s'occuper de parler. Bridget s'est présentée tout en noir, jouant la victime blessée. Son avocate a fait valoir que je l'avais abandonnée émotionnellement, que j'avais prévu de la remplacer par Brooke depuis le début, que la maison devait être la sienne en compensation d'années de négligence émotionnelle. Puis Laurence a présenté les preuves. Des relevés bancaires montrant des transferts systématiques à Dominique Reed. Des messages textes que Kelsey avait fournis montrant Bridget admettant la liaison. Des témoignages de voisins qui avaient vu la voiture de Dominique dans notre allée les jours où j'étais au travail. La juge, une femme sévère dans la soixantaine nommée Patricia Holloway, a tout examiné attentivement. Puis elle a regardé Bridget par-dessus ses lunettes. Madame Mitchell, vous avez épuisé les biens matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale, puis vous avez abandonné le mariage en prétendant que vous aviez besoin d'espace, a dit la juge Holloway d'un ton neutre. Et maintenant, vous exigez la maison familiale et une pension de l'homme que vous avez trahi. Est-ce exact? L'avocate de Bridget a commencé à parler, mais la juge a levé la main. La maison appartient à une fiducie familiale établie avant votre mariage, a continué la juge Holloway. Vous n'avez aucun droit légal dessus. De plus, la dissipation des biens sera prise en compte dans le règlement final. Vous serez responsable de rembourser la moitié de ce que vous avez transféré, soit environ 20 000 €. Bridget a pâli. Son avocate lui a chuchoté urgemment, mais elle est restée assise là, figée. Quant à la pension alimentaire, a ajouté la juge, étant donné que vous avez volontairement quitté le mariage et épuisé les biens matrimoniaux, je ne vois aucune base pour un soutien. Divorce accordé. La division des actifs restants sera calculée moins le montant que Madame Mitchell doit rembourser. Nous avons terminé ici. Sortir de ce tribunal donnait l'impression de marcher dans la lumière du soleil après des années dans une grotte. Brooke attendait dehors, ayant pris un jour de congé pour être là. Comment ça s'est passé, a demandé Brooke. Nous avons gagné, ai-je dit simplement. Tout. 2 semaines après la décision du tribunal, Brooke a commencé à se sentir malade. Au début, nous pensions que c'était le stress de la bataille juridique ou peut-être juste une gastro-entérite. Mais quand cela ne s'est pas amélioré après une semaine, j'ai insisté pour qu'elle voie un médecin. Elle est revenue du rendez-vous l'air abasourdi. Ben, je suis enceinte, a dit Brooke, s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. Je l'ai dévisagée. Enceinte d'environ 6 semaines, a-t-elle confirmé, les mains tremblant légèrement. Je ne pensais même pas que c'était possible. J'ai toujours eu des cycles irréguliers. Et nous faisions attention, la plupart du temps. Nous nous étions rapprochés au cours des derniers mois, trouvant du réconfort l'un dans l'autre après tout ce qui s'était passé avec Bridget. Ce n'était pas planifié ni dramatique. Juste 2 personnes guérissantes ensemble qui ont trouvé quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que tu veux faire, ai-je demandé en m'asseyant en face d'elle. Je veux le garder, a dit Brooke immédiatement. Mais je comprends si c'est trop vite. Je peux déménager. Gérer ça toute seule. Non, ai-je dit fermement. Tu ne vas pas gérer ça toute seule. Si nous faisons cela, nous le faisons ensemble. Les yeux de Brooke se sont remplis de larmes. Ben, tu es sûr? Ça va tout compliquer. Tout est déjà compliqué, ai-je répondu. Cela rend juste les choses plus intéressantes. Nous l'avons d'abord dit à Kelsey. Elle est venue ce week-end-là et nous l'avons fait asseoir dans le salon. Je m'attendais à un choc, peut-être à de la désapprobation. Au lieu de cela,
Elle a commencé à rire. Bien sûr que tu es enceinte, tante Brooke, a dit Kelsey en secouant la tête. Maman va perdre la tête. Ce n'est pas pour ça que nous faisons ça, ai-je dit rapidement. Je sais, papa, a répondu Kelsey, souriant toujours. Mais ça va la rendre complètement folle. Et honnêtement, elle le mérite. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Si ça vous rend heureux, alors je suis heureuse pour vous. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. En quelques jours, tout le monde le savait. Les réactions étaient mitigées. Certaines personnes pensaient que c'était trop tôt, trop désordonné. D'autres estimaient que nous étions tous les deux des adultes faisant nos propres choix. Je ne me souciais pas beaucoup de ce que les gens pensaient. Bridget en a entendu parler dans la semaine. Elle m'a appelé d'un numéro inconnu, criant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Tu l'as mise enceinte ? Ma sœur ? Tu es dégoûtant, Ben. Tu as planifié tout ça, a crié Bridget. Je n'ai rien planifié, Bridget, ai-je répondu calmement. La vie a juste suivi son cours. Tu sais, la chose que tu es parti trouver. C'est de la vengeance, a-t-elle insisté. Non, ai-je dit. La vengeance exigerait que je me soucie encore de te blesser. C'est juste moi qui avance. Elle a raccroché. J'ai bloqué le numéro. Au bout de 3 mois de grossesse de Brooke, un homme que je n'avais jamais rencontré s'est présenté à la maison. Il avait une 60aine d'années. Un visage buriné, une énergie nerveuse. Il s'est présenté comme Raymond Palmer, le père biologique de Brooke. J'ai entendu dire que ma fille vivait ici, a dit Raymond, se tenant maladroitement sur le porche. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de renouer. Brooke est venue à la porte, son visage pâlissant quand elle l'a vu. « Qu'est-ce que tu fais ici » a demandé Brooke, la voix tendue. « Brooke, chérie, je sais que je n'ai pas été là » a commencé Raymond, son ton trop amical. « Mais la famille est importante. J'ai entendu dire que tu attendais un enfant. Je veux faire partie de ça. Arranger les choses. Tu veux de l'argent » a dit Brooke d'un ton plat. C'est de ça qu'il s'agit. L'expression de Raymond a changé. La convivialité a glissé. Je suis dans une situation difficile. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur pied. 10 000 € m'arrangeraient. Non, a dit Brooke simplement. Je suis ton père, a insisté Raymond, la voix montant. Tu me dois bien ça. Je me suis avancé, me positionnant entre eux. Elle ne te doit rien. Tu dois partir. Les yeux de Raymond se sont plissés. Et qui es-tu? Le nouveau pigeon? Tu as mis ma fille enceinte et maintenant tu penses pouvoir me mettre à la porte. Je pense que tu l'as abandonnée quand elle avait 17 ans, ai-je répondu calmement. Et maintenant tu te pointes pour chercher une aumône. Ce n'est pas la famille. C'est de l'opportunisme. Raymond a fait un pas de plus, essayant de m'intimider. Je n'ai pas bougé. Tu as une chance de partir par toi-même, ai-je dit doucement. Après ça, j'appelle le shérif. À toi de choisir. Quelque chose dans mon ton l'a fait reconsidérer la chose. Il a reculé, marmonnant à propos de la loyauté familiale et des regrets, puis est monté dans son camion et est parti. Brooke tremblait. Je l'ai guidé à l'intérieur et l'ai fait asseoir. Il a fait ça toute ma vie, a dit Brooke, la voix se brisant. Il apparaît quand il a besoin de quelque chose. Il disparaît quand j'ai besoin de lui. Je pensais en avoir fini avec ça. Tu en as fini avec ça, ai-je dit fermement. Il ne s'approchera ni de toi ni de notre enfant. Je m'en assurais. 2 jours plus tard, Raymond a réessayé. Cette fois, en se présentant au travail de Brooke. La sécurité l'a escorté dehors et j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive l'après-midi même. Le juge l'a accordée immédiatement après avoir entendu l'histoire de Brooke avec lui. Pendant ce temps, Bridget avait fait du bruit par le biais d'amis communs, affirmant que j'avais volé sa sœur et détruit sa vie. La plupart des gens l'ont ignoré, mais elle a réussi à atteindre la grand-mère de Kelsey, mon ex-belle-mère, qui a appelé pour exiger des réponses. Tu as mis Brooke enceinte pour blesser ma fille, a-t-elle accusé. Non, j'ai mis Brooke enceinte parce que nous sommes en couple et que la vie a suivi son cours, ai-je répondu. Bridget a fait ses choix. Je fais les miens.
Elle m'a raccroché au nez. Je m'en fichais. Les personnes qui comptaient comprenaient ce qui se passait réellement. Tous les autres pouvaient croire ce qu'ils voulaient. 8 mois après le départ de Bridget, Brooke a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Nous l'avons appelé David, d'après mon père. En le tenant à l'hôpital, en regardant Brooke, épuisée mais souriante, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Kelsey était à l'hôpital en quelques heures, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait son petit frère. « Il est parfait, papa », a dit Kelsey. « Tu mérites ça. Tu mérites d'être heureux. » Bridget a appris la naissance par sa mère. Elle a envoyé un message. « J'espère que tu es heureux avec ta famille de remplacement. » Je l'ai supprimé sans répondre. Elle faisait partie de mon passé, pas de mon avenir. L'accord de divorce a été finalisé 2 semaines plus tard. Bridget a obtenu la moitié de nos liquidités moins les 20 000 € qu'elle devait pour l'argent qu'elle avait volé. Elle a gardé sa voiture et ses effets personnels. J'ai gardé la maison, l'entreprise et ma tranquillité d'esprit. La structure de fiducie que mon père avait établie protégeait tout ce qui comptait. Dominique Reed, son amant architecte d'intérieur, était apparemment passé à une autre cliente riche. Bridget vivait dans un petit appartement à Charleston, publiant des citations inspirantes sur la résilience et le fait de recommencer. Je ne suivais pas ses réseaux sociaux, mais Kelsey me tenait au courant. Maman dit aux gens qu'elle a quitté une situation abusive, a rapporté Kelsey lors d'une visite. Que tu la contrôlais financièrement et émotionnellement. Laisse-la raconter l'histoire dont elle a besoin de raconter, ai-je dit en regardant David dormir dans son couffin. La vérité est dans les dossiers du tribunal si quelqu'un veut bien chercher. Brooke et moi nous sommes installés dans une routine. Elle a repris le travail à temps partiel après son congé maternité et j'ai ajusté mon emploi du temps pour aider avec David. La maison qui avait autrefois été une vitrine pour l'ego de Bridget est devenue un vrai foyer rempli de jouets pour bébés, de rire et du chaos confortable de la vraie vie. Raymond a essayé de contacter Brooke une fois de plus 6 mois après la naissance de David. Une lettre est arrivée demandant de l'argent et des droits de visite en tant que grand-père. L'avocat de Brooke a répondu avec une copie de l'ordonnance restrictive et une mise en demeure. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. 15 mois après que Bridget eut déposé ses papiers de divorce sur ma table de cuisine, j'étais assis sur le porche arrière avec Brooke, regardant David faire ses premiers pas chancelants sur l'herbe. Kelsey était là aussi, enregistrant sur son téléphone et l'encourageant. « Tu sais ce qui est drôle » a dit Brooke, s'appuyant contre mon épaule. Bridget a passé toutes ces années à essayer de se trouver et elle n'a toujours aucune idée de qui elle est. Mais toi, tu l'as toujours su. Tu avais juste besoin qu'elle parte pour t'en souvenir. Elle avait raison. L'homme que j'avais été avec Bridget, essayant constamment d'être à la hauteur. M'ajustant constamment à ses exigences changeantes. Ce n'était pas vraiment moi. C'était de la survie. Ceci, être assis ici avec des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais réellement. C'était ça, vivre. David a trébuché et s'est assis lourdement dans l'herbe. Au lieu de pleurer, il a ri et s'est relevé, déterminé à continuer d'essayer. J'ai souri en le regardant. Recommencer à zéro, ce n'était pas effacer le passé. C'était construire quelque chose de mieux à partir de ce qui restait. Et en regardant mon fils, ma fille et Brooke à mes côtés, je savais que nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine d'être gardé.